Merci à toutes et tous. Les meilleurs sont présents, puisqu'ils sont là. Et j'aimerais que nous soyons dans une tonalité, quand on dit la voix et la vie en rose, moi c'est le orange, ma couleur. Et donc je vous la fais partager. Et puis je crois qu'il y a des problèmes territoriaux avec le Maroc du Sud. Donc moi j'ai décidé que le Maroc allait envahir l'ensemble de l'Europe. Comme ça au moins on est tranquille pour vous dire que vous irradiez à la fois de vos qualités et de toute la chaleur que vos sourires nous transportent. Alors, on reparlera tout à l'heure de la solution informatique crossdoc.fr pour la téléexpertise labellisée qui vous permet de poser toutes les questions que vous voulez avec une réponse en 3 jours minimum et avec une bibliographie et la possibilité d'avoir un niveau de preuve et un grade de recommandation. Le quotidien que nous vivons, on est plutôt comme avec les enfants, comme ce crayon, avec ces parents qui essayent vous savez, il y a même parfois quand on a l'outrecuidance de donner notre numéro de téléphone sur le WhatsApp, des fois on se lève avec des images de l'enfant qui va comme ci, qui va comme ça, et alors qu'avant nous étions sur la formule du WhatsApp où ça se met en bleu, c'est-à-dire que on sait si on a lu ou pas. Maintenant, non, on veut plus que les parents sachent si on a lu le message ou pas, ce qui nous permet de répondre ou de ne pas répondre. Et c'est vrai que l'expérience n'est pas forcément notre amie, comme on le voit ici avec cette religieuse qui essaye de vacciner. Elle vaccine pas le bon enfant, qui d'ailleurs c'est elle qui pleure alors que c'est l'autre qui est vacciné et qui est vacciné en son sein, qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour vacciner. Ce qui veut dire qu'entre les guidelines qui nous dit qu'il faut tourner d'un côté et la route qui nous oriente plutôt de l'autre côté, on ne sait pas très bien quel est le bon chemin. Et quand sur Google on nous dit quel est le chemin qu'il faut, eh bien moi qui me suis perdu hier dans la Médina, j'aurais aimé avoir des poteaux indicateurs, même si les poteaux indicateurs sont parfois cruels, comme on le voit, et ne nous mènent pas où on voudrait forcément aller. Parfois c'est violent. Et donc en gros, voilà comment ça se passe. Il faut se débrouiller et on va ensemble, et à chaque fois c'est le cas, vous le savez, je ne vous présente que des observations où je n'ai pas su immédiatement la réponse et même secondairement la réponse. Donc je vous prie toujours de ne pas trop à haute voix dire c'est évident, parce que moi, ça ne l'a pas été pour moi. Donc par respect pour l'orateur, je vous remercie de ne pas crier tout de suite le diagnostic à haute voix. 4 ans, donc j'ai fait quelques observations phares. 4 ans, mal au ventre, il me vomit tout, et voilà comment il est. Donc vous faites le diagnostic que c'est un garçon, et je vous félicite. Alors, il a effectivement ici, comme vous voyez, un érythème au niveau du flanc. Vous lui prenez la température auriculaire, il a 38,4. Il est douloureux. Il est douloureux et donc le premier diagnostic qui m'est venu à l'idée, c'était éventuellement un plastron appendiculaire. Et je me suis dit, c'est rouge, c'est chaud, c'est un peu bas, mais peut-être c'est ça. Quel est le premier acte clinique qu'on doit faire dans une situation de ce type-là, que je n'ai pas faite? Palper les testicules. Ici, vous avez une torsion du testicule ectopique classique qui peut parfois être un petit peu fébrile. Quand j'ai un problème, je vous appelle, vous avez su bien plus rapidement que moi. 6 ans, mal au ventre, me vomit tout. Quelle est la première question à poser aux parents devant des vomissements chez un enfant qui paraît éventuellement en bon état général? C'est: est-ce que les vomissements sont verts? Tout de suite. Parce que vomissement vert, c'est l'enfer. Vomissement vert, bébé à ventre ouvert. Le vomissement vert, même s'il n'y en a eu qu'un seul, c'est de la chirurgie jusqu'à preuve du contraire.
Et là, l'interne, devant des vomissements de l'enfant, sans avoir posé la question, il m'appelle, il me dit, écoute, viens, j'ai avancé l'observation, parce qu'il avance l'observation, parce que je ne savais pas qu'on reculait les observations. Et il avance l'observation, il me dit, j'ai fait l'ASP avant que tu arrives. Ah, je lui dis, mais je t'ai pas demandé de le prescrire. Il me dit, mais je l'ai fait quand même. Et il me montre l'ASP, et vous le voyez. Et vous dites, s'il monte, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Ceux qui sont au fond disent, je suis trop loin. Ceux qui sont devant disent, de toute façon, il va dire la réponse. Si on reprend, quelles sont les vraies indications de l'abdomen sans préparation? Voilà ce que nous dit les recos HAS sur dans quel cas on est amené à faire un abdomen sans préparation. S'il y a des vomissements bilieux, chez nous prématurés, s'il y a une suspicion d'entérocolite, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, vous savez que la cholectasie est définie par un côlon transverse de 1,6 cm de projection sur l'abdomen sans préparation. Ça veut dire qu'on est peut-être dans une situation de colite aiguë grave. En tout cas, en aucun cas, il ne faut demander une endoscopie devant une situation qui est propice à une cholectasie sur une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et l'ingestion de corps étrangers radio-opaques. Voilà les 4 indications résiduelles de l'abdomen sans préparation. Tout le reste, c'est l'échographie. Ou éventuellement le scanner si on est dans un traumatisme abdominal. Donc je reviens ici sur cette radio que vous avez vue et que vous voyez et que je vais zoomer. Pourquoi je la zoome? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus évident à voir puisqu'elle est au centre de l'écran et donc vous arrivez à voir parfaitement ici une zone qui n'est pas complètement arrondie, qui est complètement hétérogène, qui est dense et qui représente une concrétion de sels un petit peu calcifiés qu'on appelle le stercolite ou l'appendicolite. D'accord? Stercolite ou appendicolite, on le voit également ici, on le voit là. Là, l'enfant était pris de volumineux sels importantes. Et là, beaucoup de jeunes collègues disent il a un fécalome. Le fécalome peut être à l'origine du syndrome occlusif. La réponse est non. Chez l'enfant, aucun fécalome n'est à l'origine d'un syndrome occlusif, contrairement à la gériatrie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des sels qui sont palpables ou qui sont importants dans le rectum qu'on est dans une situation qui explique le syndrome occlusif. Le syndrome occlusif du grand enfant qui, avant tout, donc, est dans le cadre d'une appendicite ou d'un abcès appendiculaire. Vous savez que l'appendice peut avoir une localisation ectopique. Vous connaissez la forme rétrocécale avec une sorte de colique néphrétique douloureuse ou le psoïtis. Vous savez que devant tout enfant qui boite du côté droit, il faut évoquer ce diagnostic d'appendicite. Vous savez que la cholécystite, bon, on a vu tout à l'heure un très beau topo sur la drépanocytose, mais à part la mucoviscidose, la drépanocytose et éventuellement le syndrome de Kawasaki, il n'y a pas d'hydrocholécystite ou de cholécystite classiquement chez l'enfant. L'occlusion du grêle fébrile, vous avez l'appendicite pelvienne et il y a une autre localisation à part ces 4 localisations d'une appendice ectopique. Quelle est-elle? C'est l'appendicite intrahernière. Pourquoi il faut la connaître? C'est, et je vous montre ici cet enfant qui a erré au niveau du diagnostic, pourtant il était petit, alors là il est dans un syndrome occlusif qui est déjà avancé, puisque c'est le tableau préopératoire, il n'avait pas une situation aussi inquiétante au début. Toute hernie étranglée fébrile doit vous faire redouter le diagnostic d'appendicite intrahernière. Comment s'appelle l'appendicite intrahernière du nom du chirurgien qui, le premier, a décrit celle-ci? C'est la hernie d'Amiens qui est, comme vous le voyez ici, l'appendice qui est coincé dans le creux inguinal. L'appendicite,
c'est intéressant de faire une échographie pour voir cette zone. Attention là aussi aux jeunes résidents, parce que si vous avez un interne ou un radiologue qui n'a pas l'habitude de la pédiatrie, il va vous dire, devant un syndrome occlusif, image en cocarde. Parce que vous voyez, il y a une cocarde. Or, qu'est-ce qui résonne dans notre esprit, nous, pédiatres, quand on vous dit syndrome occlusif avec image en cocarde? Tout de suite, nous, dans la tête, c'est... Voilà. Je vous répète que l'appendicite donne une image d'appendice en cocarde. Si vous avez au niveau du creux épigastrique une image en cocarde, c'est une sténose du pylore. Ça donne une image en cocarde. Donc méfions-nous de cette terminologie radiologique qui parfois nous oriente dans un diagnostic qui n'est pas le bon. Alors quand il y a un appendicolite, c'est d'autant plus facile puisque comme vous voyez, il y a un cône d'ombre, comme pour les calculs de la vésicule. La nouveauté, et c'est ce pourquoi je vous présente cette observation, c'est qu'il est maintenant assez bien établi qu'on peut traiter les appendicites aigus simples par antibiotiques. Simple, sans chirurgie. J'ai rien contre les chirurgiens. Je ne veux pas leur enlever le scalpel de la bouche, bien évidemment. Toujours est-il qu'une méta-analyse, 3, 4, 5, 6, avant un consensus qui a eu lieu en 2020, donc c'est quand même assez récent, un consensus mondial sur le traitement de l'appendicite aiguë simple qui nous dit bien que ce traitement est efficace chez 2/3 des patients et que pour envisager le traitement médical, il faut que l'appendicite évolue depuis moins de 48 heures, qu'il n'existe pas d'hyperleucocytose, qu'il n'existe pas de collection périappendiculaire, ni d'abcès, ni de phlegmon, ce qui veut dire qu'il faut faire une échographie, et qu'il n'y ait pas d'appendicolite. Si vous avez tous ces signes, il est licite de traiter ces enfants pour appendicite aiguë simple par antibiothérapie. C'est quand même une nouveauté, même si ça date que de 4 ans. Le traitement préconisé est tout simplement, pour ces enfants qui sont non hospitalisés au début, amoxicillin, acide clavulanique pendant 10 jours en 3 prises. Pour les enfants hospitalisés, il est préférable, pour avoir 10% de gain en plus de réponse thérapeutique, de faire une céphalosporine de 3e génération, plutôt ceftriaxone, parce qu'il y a une meilleure concentration au niveau intra-appendiculaire que le céphotaxime associé à du métronidazole pendant 10 jours également. OK ? Message 2. Donc, c'est un enfant, diarrhée retour Turquie, glaireuse, sanglante, état général conservé, il a un petit peu de diarrhée, et puis actuellement en Europe, vous allez bientôt en bénéficier, on fait ce qu'on appelle des PCR multiplex. Pourquoi? C'est une sorte de coproculture qui permet de voir à la fois non seulement s'il y a des bactéries, mais aussi s'il y a des virus, s'il y a des parasites, et vous avez le résultat en 6 heures. Le seul problème, c'est que ça coûte 50 fois plus cher qu'une coproculture. Mais bon, ça fait marcher les biologistes. Et là, on a un résultat rapide qui nous montre un PCR, ou si on avait fait la coproculture, positive à Shigella sonei pour être précis. Mais c'est pareil si on a la Bodi ou la Flexneri. Ma question est, devant un enfant en bon état général, qui a eu une dysentérie, c'est-à-dire une diarrhée glérosanglante fébrile, que vous voyez au cabinet un petit peu a posteriori, puisque l'enfant est bien et qu'il a peu de sel liquide. Vous avez le résultat de la coproculture. Vous le traitez, vous ne le traitez pas? Les recommandations sont formelles. La shigellose, la shigelle, tu la vois, tu la traites. La morbimortalité de la shigellose est de 15%, quelles que soient les contrées, encore plus si l'enfant est dénutri. Donc, l'antibiothérapie est, et je l'ai mis en version originale,
sur une coproculture qui démontre la présence de Shigelle, l'antibiothérapie est systématique, quel que soit l'état général de l'enfant. Je dirais même plus que non seulement on le traite, mais on va faire une enquête au niveau de l'entourage, et si un enfant dans l'entourage a de la diarrhée, on le traite également et on lui fait une coproculture avant pour voir s'il y avait une shigellose. C'est-à-dire qu'on les traite par anticipation. Ceci est une recommandation à la fois du groupe de pathologies infectieuses et de l'ESGAN. La shigellose, on la voit, on la traite, et on la traite comment? On la traite par azithromycine. On essaye d'éviter tout ce qui est antibiothérapie bactéricide. Pourquoi? Et je rebondis sur l'excellente remarque de notre collègue, comme d'habitude, qui effectivement nous dit qu'il y a 2 bactéries qui potentiellement donnent des syndromes hémolytiques et urémiques, que sont l'Escherichia coli, en particulier le O157H7, et puis la Shigelle. Les 2 peuvent sécréter des shigatoxines, et on sait qu'il faut éviter des antibiothérapies bactéricides chez ces enfants-là. Pourquoi? Parce que si on a une réaction d'Alzheimer, vous allez avoir un CHU qui va être plus massif si on détruit la bactérie qui libérerait ces toxines. Donc il faut faire une antibiothérapie bactériostatique, et pour ça l'azithromycine, 3 jours, 20 mg kg, est tout à fait pertinente. OK? Cas suivant, B, 3 ans, diarrhée glérosanglante, pas de voyage, pas de comptage, pas d'argument pour une bactériémie, il va bien, mais il a quand même une diarrhée glérosanglante très fébrile, sans antécédent. On se rappelle ici les 6 indications de la coproculture. Et c'est vrai que l'enfant, diarrhée entéro-invasive, il est un petit peu septique éventuellement. Il faut effectivement leur demander une coproculture. Quelles sont les indications de l'antibiothérapie probabiliste par voie orale? C'est une diarrhée qui est mal tolérée. On la traite, puis on voit après ce qui se passe. D'accord? Et on reprend chez cet enfant à qui on a fait une coproculture, donc, puisqu'il y avait une indication. On ne l'a pas traité, puisque il était dans une situation acceptable, et alors qu'il y avait une ordonnance d'azithromycine, peut-être qu'au Maroc vous n'avez pas ces problèmes-là, mais parfois en France, on va à la pharmacie, ils disent on n'a pas encore l'antibiotique, on va le commander. C'est ce qui s'est passé pour cet enfant qui n'a pas eu l'antibiothérapie, a guéri complètement. On se retrouve comme dans le cas du premier enfant, c'est-à-dire une diarrhée entéro-invasive qui maintenant est bien tolérée. On a identifié un germe qui est le Campylobacter jejuni. C'est pas la Shigelle cette fois-ci. Ma question est, est-ce qu'on le traite, est-ce qu'on le traite pas? Je vous rappelle, la Shigelle, on la voit, on la traite. Pour le Campylobacter, on ne le traite pas. La seule indication à traiter le Campylobacter, c'est si vous avez le résultat précocement, dans les 2-3 premiers jours. Ça permet de ralentir à la fois la contagiosité et le côté agressif de ce germe entéro-invasif. Donc vous voyez qu'en fonction du résultat, vous avez des indications qui sont un petit peu différentes. Neil, tel est son prénom, 9 mois. Il n'a pas d'antécédent particulier, si ce n'est un reflux traité par IPP. Il a une diarrhée profuse qui dure depuis la veille, bonne tolérance, et là, il a un facteur de risque pour nous. Nous, les 2 parents qu'on craint, c'est les parents enseignants et les parents biologistes. Les parents enseignants parce qu'ils posent toujours des questions qu'on n'attend pas, et les parents biologistes parce qu'ils veulent toujours qu'on prescrive des examens qu'on ne veut pas prescrire. Toujours est-il que là, il a cette fameuse PCR multiplex qui retrouve une salmonellose mineure. Donc on a un enfant qui a une diarrhée, d'accord, qui a 9 mois, qui boit bien son soluté. Ma question est, devant une salmonellose mineure qu'on trouve sur une coproculture faite parce qu'il y avait
une note entéro-invasive, est-ce que vous traitez une salmonellose mineure dans ce cas-là? A priori, on ne traite pas une salmonellose mineure. On ne va pas traiter les parents biologistes. Eh bien, chez cet enfant-là, on va le traiter. Pourquoi? Je vous l'ai mis ici en version originale, je vous le mets ici en traduction, parce qu'on est sur un terrain à risque. Le terrain à risque, c'est pas parce que l'enfant a moins de 3 mois, c'est pas parce qu'il a une maladie inflammatoire du tube digestif ou une drépanocytose. Non, c'est parce qu'il est dans une situation d'achlorhydrie. Pourquoi achlorhydrie? C'est parce qu'il est traité par IPP. Tout enfant qui est traité par IPP, qui a une infection digestive, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, on la traite. Parce qu'il a perdu toutes ses défenses. Toutes ses défenses d'acidité gastrique, il les a perdues. Et d'ailleurs, vous le savez, quand on traite un enfant par IPP sans qu'il ait la diarrhée, ses risques de déclencher une gastroentérite sont multipliés par 6. Vous le savez. Si vous trouvez Aeromonas dans les selles, qu'est-ce qu'on en fait? Le plus souvent, pas grand-chose, parce qu'il y a des portages asymptomatiques possibles. Sachez juste que c'est un germe qu'on sait identifier, qui vient généralement après des bains dans des eaux qui sont un petit peu, on va dire, plutôt des bains d'eau douce que des bains de mer, et qui peuvent éventuellement donner des diarrhées. Mais c'est pas tellement cette bactérie qui nous fait peur, ce sont les parasites. Et on a de plus en plus des cultures parasitaires qui sont fiables, et quand vous allez avoir des PCR, ça va l'être encore plus. Tout ce qui est en bleu, c'est du portage asymptomatique. Encore plus si on est du côté du Maroc, où vous avez pas mal d'enfants qui ont des portages asymptomatiques de parasites à minima. Tout ce qui est en orange, ce sont des éléments où on est dans une situation où il faut traiter en fonction du contexte clinique. La giardiase, elle est parfois responsable de douleurs abdominales, parfois de diarrhée, mais parfois il y a des portages sains, donc il faut voir le contexte. Et c'est la même chose pour le Dianthemoba fragilis. En ce qui concerne l'amibe ou le blastocytis, ça va dépendre du terrain sous-jacent. Et je vous rappelle que pour l'amibe, il faut qu'elle soit histolytica et non pas végétative, et que l'amibiase intestinale pure est une amibiase sans fièvre ou moins de 38. Une amibiase avec plus de 38, soit il y a des lésions hépatiques, soit c'est pas une amibiase. Donc, je vous réfère, je n'ai pas fait de flashcode, j'en suis désolé, je vous réfère aux recommandations du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique sur les traitements anti-infectieux des infections digestives. C'est en accès libre sur Internet. En fonction de la situation clinique et du germe que vous avez l'antibiothérapie qui vous est proposée. Observation suivante, avec ce qui a fait l'objet de recommandations à l'ESGAN l'année dernière, avec un enfant qui a une suspicion de maladie cœliaque, mais qui n'est pas complètement attesté par le taux des anticorps, qui, comme vous le savez, doit être à 10 fois la norme. Là, il n'est qu'à 7 fois la norme. Et on retrouve, de manière donc complètement hasardeuse, en faisant l'endoscopie, une gastrite nodulaire où on retrouve de l'Helicobacter pylori. Et là, c'était assez exceptionnel dans la salle, avec ce congrès de l'année dernière à Vienne, qui n'est pas forcément un bon souvenir pour moi d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'était assez amusant de voir qu'il y a autant de personnes, il y avait à peu près 600 personnes dans la salle, autant de personnes qui ont levé le doigt pour 1, que pour 2, que pour 3, que pour 4. Ce qui veut dire qu'actuellement, le consensus de est-ce qu'il faut traiter une infection Helicobacter pylori asymptomatique, puisqu'on l'a trouvé par hasard, eh bien, pose problème parce qu'on a un rapport bénéfice-risque qui est un rapport qui doit être discuté. Effectivement,
Quel est l'intérêt de traiter l'infection à Helicobacter pylori? Ben, vous allez dire, c'est de prévenir le cancer de l'estomac, puisque l'Helicobacter pylori est un germe oncogène. Sauf que quand on prend chez l'enfant le nombre d'infections à Helicobacter pylori qui sont à l'origine d'une gastrite, quand on prend le nombre de gastrites qui sont à l'origine d'une gastrite chronique, quand on prend le nombre de gastrites chroniques qui sont à l'origine de gastrites chroniques atrophiantes, quand on prend le nombre de gastrites chroniques atrophiantes qui sont à l'origine de dysplasie, quand on prend le nombre de dysplasies qui sont à l'origine de cancer, on est à quelque chose qui est en dessous du millionième de risque. Donc, c'est un risque, mais c'est un risque qui est très hypothétique. D'accord? Quant aux préventions des autres complications, ben, si elles doivent apparaître, autant qu'elles apparaissent. Et vous savez que l'indication forte de l'infection à Helicobacter pylori, il n'y en a pas énormément. C'est soit l'ulcère, soit la carence martiale réfractaire au traitement de supplémentation martiale, soit le purpura thrombopénique immunologique chronique. Donc c'est exceptionnel tout ça. D'accord? Donc on peut attendre éventuellement. En fait, le bénéfice du traitement, c'est que surtout on dit, voilà, on a fait quelque chose, on a vu une bactérie, et les parents disent, ben, si vous avez vu la bactérie, ben, traitez-la. Et en fait, est-ce qu'il faut donner des antibiotiques pour réduire l'anxiété des familles? La question se pose. Mais elle se pose. Hein. Surtout, c'est pas pareil si on a une activité privée ou une activité publique. Hein. Le risque légal, il n'est pas nul, puisqu'il y a eu un cas aux États-Unis où une personne de 62 ans, d'origine japonaise, vous savez qu'il y a plus de cancer de l'estomac au Japon, qui a vu sur son carnet de santé que quand il était enfant, il avait eu une infection Helicobacter pylori, et donc il a retrouvé le pédiatre qui était son pédiatre lorsqu'il était enfant, qui malheureusement pour lui était encore vivant. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attaqué en disant « Vous auriez dû me traiter parce que c'est un germe oncogène et maintenant si j'ai le cancer de l'estomac, c'est à cause de vous. » Donc le risque légal, il n'est pas complètement nul. Enfin, il est quand même... Et j'ai pas ici insufflé une quelconque envie à qui que ce soit de décéder avant l'âge de suivre ces... Et ici, on sait qu'il y a des éminents pédiatres qui sont maintenant, qui ont des collègues qui étaient ces patients quand ils étaient petits, n'est-ce pas? Aziz, c'était pour toi ça. Bon, c'est pas grave, il n'a pas entendu. Quels sont les risques? Quels sont les risques? Eh bien, les risques, c'est le risque des antibiotiques. Et effectivement, vous savez qu'on est dans des sélections. Quel est, à votre avis, actuellement, le pourcentage de résistance à la clarithromycine au Maroc? Parce que c'est une étude qui a été faite au Maroc. 24%. Il y a 24% d'Helicobacter pylori qui sont résistants à la clarithromycine, qui est le deuxième antibiotique de choix. Vous savez qu'on a besoin de 3 antibiotiques. Il n'y a aucune résistance à l'amoxicilline, mais clarithromycine 23%, c'est absolument pas anodin. Ce qui veut dire qu'au Maroc, je serais plus sur un traitement initial si vous n'avez pas d'orientation d'amoxicilline et métronidazole, avec les IPP bien évidemment. Le risque d'échec thérapeutique, pourquoi? Parce qu'il y a des réinfections qui se font dans la famille. Et puis, vous savez que l'Helicobacter pylori, maintenant, on le sait, protège contre certaines allergies, contre certaines maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et contre le reflux gastro-œsophagien. Autrement dit, si ce germe est dans l'estomac depuis des générations et des milliers d'années, c'est pas pour rien, c'est qu'il a un rôle protecteur. Donc, mon point est le suivant. Comme je disais tout à l'heure, quand on voit cette bactérie, on la traite pas. Et ben, quand on voit l'Helicobacter pylori dans l'estomac, ça fait le jeu de cette balance bénéfice-risque. Et je pense que le traitement ne doit pas être systématique. Je n'avais pas ce même discours il y a encore 3 ans. Il y a 3 ans, je vous aurais dit, Helicobacter, on le voit, on le traite. Comment on les traite? On sait maintenant que vraiment le meilleur protocole, c'est 14 à 15 jours de traitement.
Tout ce qui est traitement court, traitement mixé, etc., non. Et on sait maintenant, et je vous engage à regarder le pas à pas que nous avons fait avec Nicolas Kalash, ici, c'est plus mieux ici. Donc vous voyez que les doses sont extrêmement précises en fonction du poids, en ce qui concerne les IPP, l'amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et le Pilera. Je ne sais pas si vous avez le Pilera. C'est du bismuth, en sachant que l'AMM a été maintenant reculé à 12 ans, alors qu'avant, on ne l'utilisait que chez l'adulte. Il ne se donne que dans les formes qui sont dans les formes, évidemment, résistantes. Et pourquoi moins de 10 ans? C'est parce qu'aux États-Unis, ils l'utilisent jusqu'à 8 ans, enfin au-dessus de 8 ans. Ok, donc vous voyez qu'il y a des fortes doses d'amoxicilline. Quelles ont été les nouveautés à l'ESGAN 2000-2024? C'est qu'il est préférable, l'étude a été faite, de donner l'amoxicilline, je vous rappelle les doses d'amoxicilline, non pas en 2 fois, mais en 3 fois. Quand on donne l'amoxicilline en 3 fois, on a des meilleures réponses à l'infection Helicobacter pylori. Il y a un nouvel antibiotique qui a fait son émergence parce qu'avant on ne le donnait jamais parce que ça colorait les dents en jaune. En fait, la doxycycline, mais il n'y en a qu'un, la doxycycline est une tétracycline qu'on peut utiliser au-delà de 6 ans. Alors qu'avant, on ne l'utilisait jamais. La tétracycline, on l'utilise, il y a peu d'indications, hein, c'est maladie de Lyme, Helicobacter pylori, etc. Mais ça peut avoir un intérêt. Je rappelle que quand on donne la tétracycline, on la donne jamais allongée et on la donne toujours avec un grand verre d'eau parce que ça donne des ulcérations de l'ésophage ou sinon. D'accord ? Et puis maintenant, il y a une nouvelle technique pour les endoscopistes qui sont peut-être dans la salle, pour savoir que quand on fait le prélèvement, on peut faire une PCR sur le tissu avec directement l'antibiorésistance sur le morceau de muqueuse prélevée. Donc l'Helicobacter pylori, il y a eu des éléments. Observation suivante. Cette maman vient voir son pédiatre en disant « Au secours, mon enfant a des hémorroïdes ». Et le pédiatre est assez formel. Il dit « Écoutez, les hémorroïdes, ça n'existe pas chez l'enfant. » Alors la mère a dit « Bon, ok, mais alors c'est quoi ?» Et alors le pédiatre dit la phrase qui me fait plaisir, hein, mais difficile. Il dit « Écoutez, je sais pas, allez voir le docteur Bellage. » Et là la mère arrive, elle s'assoit, elle dit « Écoutez, manifestement c'est vous l'expert. Être expert en hémorroïdes, c'est quand même une charge lourde, une charge mentale, vous êtes d'accord ? Et elle me dit, voilà, vous êtes l'expert, et j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'a mon enfant qui a des hémorroïdes qui n'existent pas chez l'enfant ? Alors je dis, alors c'est vrai que les hémorroïdes n'existent que chez l'adolescent, ou chez le nouveau-né, chez l'enfant, uniquement dans le cas d'hypertension portale. Hypertension portale, c'est assez simple. Il faut regarder, pour qu'il ait des hémorroïdes, il faut qu'il ait en fait une grosse rate. Hein. S'il n'a pas de grosse rate, même, on ne va pas attendre la leucopénie ni autre chose. S'il n'a pas une grosse rate, honnêtement, l'hypertension portale est très peu, entre guillemets, possible, en tout cas à l'origine de ces hémorroïdes. Donc, évidemment, hein, le plus fréquent, vous avez fait le diagnostic, hein, c'est ce qu'on appelle les dilatations veineuses marginales. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit à la mère? Parce que si on lui dit qu'elle a des dilatations veineuses marginales, elle dit oh. Non, on lui dit c'est simple. Votre enfant a une congestion, une dilatation veineuse marginée ou marginale, parce que ceci vient des plexus rectal externes qui se drainent dans les veines pudendales internes et non dans le plexus sous-muqueux hémorroïdaire. Et là, la mère, elle est scotchée. Et là, elle arrête de poser des questions. Parce qu'elle sait que plus elle pose des questions, plus vous allez sortir des explorations anatomiques qu'elle va rien comprendre et ça va la dévaloriser. Donc il faut savoir, avec ces mamans qui veulent comprendre, que chacun son job. Donc si, et moi j'ai le dessin, donc c'est assez facile, hein, voilà ici le plexus hémorroïdaire. Donc chez l'enfant, chez l'adulte, le plexus hémorroïdaire, il descend. Chez l'enfant, on a ici ces veines marginées ou marginales qui sont, vous voyez, qui affleurent la peau et qui peuvent, lors d'efforts de poussée, sortir.
C'est assez simple en fait. C'est juste une anatomie qui est un petit peu différente. En quoi ça change le pronostic? C'est que les hémorroïdes, ça peut se fissurer et donner des hémorragies massives. Ça peut aussi se thromboser, alors que les dilatations veineuses marginées ni se thrombosent ni se fissurent. Parfois, ça donne des choses impressionnantes. Hein. On m'a envoyé souvent des enfants pour angiome périanal. Évidemment, il n'en est rien. Parfois, il y a quelque chose qui saigne de manière explosive. Ce ne sont donc pas des hémorroïdes, ce ne sont donc pas des dilatations veineuses marginées. Ça saigne, ça saigne. D'accord? Dans ces cas-là, il faut exposer la marge anale et faire le diagnostic le plus fréquent, qui est le diagnostic de cryptite. Alors, ici, quand j'ai demandé au père d'exposer la marge anale, il a été direct sans gants, mais vous voyez que la ligne pectinée est très œdémateuse, boursouflée. Vous voyez ces petits piquetés œdémateux là? Je remets le schéma de tout à l'heure. Voilà, ça c'est la ligne festonnée pectinée, qu'on appelle la ligne de Morgani, ou des glandes de Morgani. Eh bien, quand vous avez une dilatation œdémateuse par des efforts de poussée itérative de cette ligne festonnée, ça fait la cryptite, et ça peut donner du sang comme ça. Ok, vous voyez un petit peu la différence de diagnostic? On poursuit avec un peu de proctologie que j'ai mis au milieu du talk pour que, évidemment, vous ne soyez pas trop embarrassés au niveau du repas tout à l'heure. Cet enfant fait des abcès à répétition et on me l'adresse pour suspicion de maladie de Crohn. Donc voilà, ça c'est l'enfant numéro 1, ça c'est l'enfant numéro 2, ça fait l'enfant numéro 3. Pourquoi? Parce que c'est un de mes étudiants qui m'a dit « Marc, j'ai écouté tes conférences, tu nous as dit tout abcès, ça veut dire qu'il y a une fistule. Toute fistule chez l'enfant de plus de 6 ans est une maladie de Crohn jusqu'à preuve du contraire. » Et il me dit « Tu l'as dit ou pas ?» J'ai dit « Oui. » Il me dit « Alors voilà, je te les envoie. » Et je lui dis « C'est pas une maladie de Crohn. Ici, on est dans des abcès de la fesse, on n'est pas dans les abcès périanaux. Chez un enfant qui est pubère et qui a des abcès de la fesse itérative, quel est votre geste clinique? Vous pouvez toucher les fesses, d'accord? Ça fait mal, ok. Ensuite, on regarde s'il n'y a pas d'abcès ailleurs, oui. Parfait. Donc, on regarde sous les bras. Parce que ce sont les localisations électives, donc de l'hydradénite suppurative ou maladie de Verneuil, qui ne sont pas des maladies de Crohn, très beau diagnostic, et qui nécessitent un traitement qui est parfois fait de biothérapie, mais qu'il faut savoir nuancer par rapport au diagnostic de maladie de Crohn. D'accord? C'est clair pour tout le monde? On continue avec cet enfant qui, depuis la naissance, présente une ulcération ici, entre le derrière et le devant, c'est-à-dire le périnée. On a un périnée qui est ulcéré depuis la naissance. Et c'est quelque chose que vous avez vu, parce que c'est pas si rare que ça, je dirais même que c'est fréquent. Je vous en montre une autre observation, parfois ça donne des lésions comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Comment ça s'appelle? C'est une coquetterie anatomique qui correspond juste à un défaut de fermeture du septum uroanal, ce qu'on appelle un sillon périnéal congénital. Moi, j'aime bien la dénomination en anglais, parce que c'est perineal groove. Donc, quand ça groove, ça peut être un peu mélodieux, d'accord? Et donc, ce perineal groove se referme dans tous les cas, généralement dans la 2e année de vie, est absolument anodin. Il ne faut rien faire. Plus tu sutures, plus ça fait des kéloïdes qui sont absolument abominables. Donc, de grâce, n'adressez pas cet enfant-là au chirurgien. Vous avez vu donc l'image que ça peut faire. Périnéal groove. Ici, vous avez fait le diagnostic de... Donc, infection à HPV
au niveau anal. Vous savez que dans cette situation-là, eh bien, et je vous renvoie au pas à pas que nous avons fait, dans la majorité des cas, on est dans des situations qui sont anodines. Évidemment, il faut regarder si les parents ils n'ont pas des verrues, il faut regarder si on est dans un système et dans un fonctionnement qui est complètement en adéquation. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose qui est à la fois dysesthétique et surtout qui peut se proliférer. Est-ce qu'il y a un traitement contre l'HPV au niveau anopérinéal chez le garçon comme chez la fille? La réponse est oui, vous avez la molécule, c'est imiquimod, l'Aldara, qui se donne dans des situations très particulières. Je vous engage à connaître cette prescription parce que ça, on en voit. Hein. OK? Condylome anopérinéal suite à une infection à HPV qu'on espère être les moins fréquentes possibles à l'avenir, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous pensez de cet enfant? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez qu'il a quand même une pupille qui est bien plus grosse que l'autre quand même. Vous êtes d'accord ou pas? Et là, l'enfant il vient parce qu'il ne mange pas bien. Et là, malheureusement pour moi, je l'examine. Et là, malheureusement pour moi, j'aime bien regarder les enfants. Je pense qu'il y a un message qu'on véhicule par le regard avec les enfants, beaucoup plus qu'avec la parole. Et je le regarde et je lui dis, il me fait un drôle de... Au début, Et puis je lui dis, mais il a une dilatation pupillaire. Et je dis à la mère, mais vous trouvez pas qu'il a un œil qui est un peu plus gros que l'autre, là? Elle me dit, bah si, justement. Bah, puisqu'on y est justement. Alors, j'avais envie de dire, j'aurais préféré que vous veniez pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pose comme question? Donc, on pose comme question, depuis quand? Elle dit depuis, je sais pas, on s'est rendu compte depuis peu. Elle dit, ok. Alors, je vous raconte toutes les histoires que j'ai eues à propos de dilatation pupillaire, comme ça, complètement inopinées. Et une qui, entre guillemets, se décline avec mon voyage sensoriel que j'ai fait hier en me baladant à la Médina, où à ma grande surprise, dans un des très beaux jardins, j'ai vu des plantations de datura. Vous en avez de la datura. Je vous les montre. C'est très très beau, hein. Sauf que la datura, c'est de l'atropine. Pure. Et donc il suffit qu'un des enfants mange la fleur, faut pas qu'il la sente, hein. Il la mange. D'accord? Et manger une fleur ou un truc qui traîne par terre, alors que j'ai vu, hein, c'est très beau à voir. Hein. Et donc on peut avoir comme ça des enfants qui sont plein phare, avec une dilatation pupillaire, et des enfants souvent qui ont une imprégnation atropinique sévère, ils sont très très constipés, ils sont un peu agités, sauf qu'ils ont une dilatation pupillaire qui est une dilatation pupillaire bilatérale. D'accord? Lui, c'était unilatéral. Alors, mais je sais pas, aidez-moi. Un enfant qui donc, comme ça, il a une dilatation pupillaire d'un coup. Moi, honnêtement, j'étais inquiet. Je vous regarde un petit peu perplexe. Vous êtes paisible parce que vous dites, bon, de toute façon, au pire, on mange dans 30-40 minutes, vous voyez. Moi, j'étais pas serein. Alors, je dois vous l'avouer, j'ai fait pression auprès du radiologue pour qu'il fasse une IRM, que j'ai obtenue en 3 jours. Il avait toujours l'œil plein phare de l'autre côté. Et l'IRM, si je vous raconte l'histoire, évidemment, c'est que l'IRM était normal. Et alors, l'interne me dit, bon, on le bilante. Vous savez que j'ai toujours peur de ce mot. Je bilante, que vous bilantiez, que nous bilantassions. Parce que ça, t'es dans le principe de la croix, là, vous savez. Il commande comme pour faire les courses.
Et quand ils ont les résultats, ils savent pas quoi faire. Mais en tout cas, ils ont coché. Alors, l'interne dit, on fait une PL, il y a un truc neurologique. J'ai dit, c'est pas possible quand même. Parce que l'enfant est bien, hein, à part qu'elle mange pas bien. Alors, aidez-moi, parce qu'on va trouver le diagnostic tous ensemble. Ah oui, alors un avis ophtalmo. Alors, je kifferais que vous ayez la facilité d'avoir un avis ophtalmo. C'est-à-dire que l'avis ophtalmo nous dit, pas de problème, dans 3 mois et demi. J'ai dit, allez aux urgences, etc. Aux urgences, la mère a dit, j'ai fait la queue, mon enfant va bien, je suis revenu. C'est-à-dire qu'il y a 4 heures d'urgence pour un œil qui est un peu dilaté. Et parce que le docteur est inquiet. Examen neurologique, voilà, normal. Alors, toujours, hein, vous savez que c'est les parents qui ont la solution. C'est juste, il faut poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Alors on dit, mais c'est arrivé quand? Elle dit, je sais pas, quelques jours. C'est brutal, je sais pas. Mais bon, là, il est comme ça. Je dis, bon, mais elle me dit, mais avant, il n'était pas comme ça. Je dis, ah bon. Puis je regarde, je dis, bon, mais et ou sinon, il a pas de problème. Elle dit, non, non, il n'y a pas de problème. Puis je regarde le carnet de santé, toujours le carnet de santé. Je regarde un peu et je dis, voilà. Et je vois que l'enfant est asthmatique. Et je lui dis, il a fait beaucoup de crises d'asthme ces derniers temps. Elle me dit, ouais, un peu. Alors, en fait, vous savez qu'on traite les enfants asthmatiques à la fois avec des nébulisations qui sont nébulisations à la fois de corticoïdes et aussi de bromure d'ipratropium, c'est-à-dire l'atrovent. Vous avez cette molécule. Et alors ça, je ne savais pas, mais quand on adapte mal le masque, il peut y avoir des bouffées d'air qui sont en fait de l'atropine, qui ont dilaté un œil, mais comme il n'était pas inséré bien d'un côté et pas de l'autre, c'est pour ça que c'était complètement unilatéral. J'ai trouvé cette histoire assez cocasse pour vous la raconter, et donc cet enfant a évidemment m'a inquiété vraiment pour rien. Il aurait suffi que je pose les bonnes questions et que nous partagions notre clinique au quotidien. Il faut savoir... Pardon ? Alors, lui, il avait des nébulisations à répétition. Effectivement, pas une seule nébulisation. Mais plusieurs nébulisations, c'est assez puissant, surtout que les jets sont assez puissants, en fait. Donc, tout le monde sait qu'il peut y avoir des yeux vairons, qui sont de couleurs un peu différentes. Le plus connu, vous le connaissez. Mais là, on n'a pas de différence au niveau des pupilles, bien évidemment. On continue pour essayer d'éviter de se porter l'œil. Oui. C'est une très bonne question. En fait, cet enfant avait une œsophagite éosinophile avec des sensations de blocage alimentaire, ce qui allait bien avec son asthme, et on lui a rendu service finalement. Finalement, il a bien fait de venir me voir, mais moi, il m'a fait passer quand même des sales moments. Je vous remercie de votre question. Ouais, j'ai dû faire une endoscopie. On continue. Cet enfant qui a ça, il est très mignon, Qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez dessus, vous lui faites des bandages, vous le confiez au chirurgien? Ça a poussé au fur et à mesure. Là, il a 6 mois. Elle dit au début, c'était petit, et plus ça va, plus ça grossit. Voilà. On fait une écho. Eddie, c'est une formation kystique pleine. Je cite. C'est pas hémangiomateux. Effectivement, c'est un kyste dermoïde de la queue du sourcil, ça s'opère. On le regarde. Ça s'opère parce que ça grossit, ça grossit, ça grossit, et ça ne régresse pas. C'est une tumeur bénigne congénitale. Pardon? Il régurgite. Mais malheureusement, comme je suis pédiatre, je m'intéresse aux enfants. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait chez moi alors que j'ai l'impression que c'est son père qui lui a cassé la figure? C'est qu'il a une diarrhée profuse. Très bien. Syndrome de Hutchinson.
Alors, on vient avec cet enfant qui a la tête qui est sur le côté. Il a la tête sur le côté et il a été voir son médecin traitant qui a dit oui, il y a peut-être une otite, allez voir l'ORL. L'ORL qui est un ancien de mes étudiants qui a dit un torticolis chez l'enfant, c'est un peu bizarre, je vais faire des examens, mais le mieux, c'est que vous alliez voir le docteur Belaïch parce que parfois, il y a des reflux qui donnent des torticolis. Alors, faut pas exagérer. D'accord? C'est-à-dire que on connaît toutes et tous ce qu'on appelle le syndrome de Sandiffer. Je vais vous le mimer. Donc ça, c'est un enfant qui a une douleur comme un pyrosis et qui a une attitude aiguë sur le côté. C'est un torticolis aigu qui est extrêmement bref. Il n'a pas une attitude fixée, effectivement, en torticolis. Et donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et il me l'adresse, et puis moi, je vois l'enfant qui a un comportement général normal, pas de traumatisme, et il a comme ça cette tête qui est penchée sur l'épaule, tournée sur le côté. Bon, je sais pas quoi faire, je suis un peu gêné parce que un torticolis aigu, on sait que ça peut être une intoxication et on sait que ça peut être une tumeur cérébelleuse. Donc je fais un examen clinique vraiment précis, rien, et je me retrouve avec cet enfant qui a ce torticolis. Et donc je sais pas trop quoi faire. J'ai dit écoutez, moi je lui demande de faire un scanner et que l'enfant revienne aux urgences pour que je le réexamine. Il va faire son scanner, le scanner est normal, et il revient aux urgences. Et là, l'enfant arrive et tout le monde m'attend, entre guillemets, m'attend un peu de manière piégeuse et m'appelle en disant « Ton patient est arrivé ». Donc j'ai vu qu'une fois pour un mauvais adressage. Et on me dit, il y a ton patient qui t'attend parce que il paraît que tu es le spécialiste du torticolis. Je dis, mais pas du tout. Il me dit, enfin, c'est parce que les parents, ils m'ont dit, il n'y a que toi. Et donc j'arrive, évidemment, une petite supercherie, il me faut une ambiance et d'honneur. C'est-à-dire, il y a tous les internes, ils arrivent, docteur de spécialiste torticolis. Je rentre dans la pièce. Et là, il y a le père, la mère, l'enfant, comme ça. Et tout le monde qui me regarde avec une tête un peu aussi inclinée, vous voyez, mais inclinée comme ça. Genre, le maître du torticolis va parler. Et moi, je sais pas, je l'avais déjà examiné un peu, tu vois. J'ai là, je regarde, et puis j'arrive, je regarde, je vois l'enfant qui a la tête comme ça, je prends la tête, je fais, je sens pas de résistance. Je prends la tête et je la remets droite, comme ça. Et je la lâche très doucement. Et là, l'enfant, il reste droit. Et la mère, elle dit, tu vois chérie, c'est pas compliqué. Et juste, il fallait voir le bon docteur. Genre, ça y est, il l'a remis droit, tu vois. Genre, je me suis senti ostéopathe, tu vois. Et c'est un grand... je sais pas, il avait 10 mois, 11 mois, il tenait la tête. Et donc, c'est un nourrisson, un nourrisson. Et donc, évidemment, il fallait que la consultation dure le moins possible, parce que j'étais sûr que la tête, elle allait se repencher. Hein. Vous savez, c'est comme quand on visite un appartement. Celui qui vous visite, hein, quand vous êtes à côté d'une voie de chemin de fer, c'est pas quand les trains y passent, hein, vous savez ça. Et donc, j'arrive et je dis, et tout le monde dit, ah ouais, très très fort, en se moquant évidemment, hein, très très fort, ah oui, bravo, tu remets les têtes en place et tout ça, ouais, non. Je dis, ça va, voilà. Et donc je dis, expliquez, et j'ai dit à la mère, revenez me voir, mais il est très probable quand même que à nouveau il y ait la tête qui se repenche quand même, et donc quand je les revois, la mère me dit, en fait j'ai fait attention. La nuit, il n'a pas le torticolis et dès qu'il y a le jour, il y a le torticolis.
Alors là, quand même, en fait, c'est un problème qui est un problème oculaire. Et là, du coup, on a réussi à avoir l'examen parce que ça l'a intéressé l'ophtalmo. D'accord? Donc, la paralysie du 4, qu'on appelle le nerf pathétique. Pourquoi on l'appelle le nerf pathétique? C'est parce que quand il est paralysé, l'aspect de l'enfant a l'air pathétique. Pourquoi? Parce qu'il se met sur le côté pour mieux voir les choses en face. Et donc, le torticolis est un signe de diplopie chez l'enfant et chez le petit nourrisson en particulier. Et donc, ça me permet de revoir comment on raisonne devant un torticolis chez un nourrisson donc de 10 mois. Je rappelle mon moyen mnémotechnique que je partage avec mes étudiants, c'est TITI, traumatique, inflammatoire, tumoral, infectieux. Donc ici, vous voyez une fracture. N'oubliez pas les torticolis inflammatoires fébriles du syndrome de Kawasaki. D'accord? N'oublions pas ça. Et malheureusement, n'oublions pas aussi les tumeurs de la fosse postérieure dont je vous parle. Et puis parfois, c'est infectieux avec cet enfant qui a eu de son grand frère un cadeau assez douteux avec ce collier que vous voyez. Pourquoi? C'est parce que le grand frère jouait avec sa petite sœur à un jeu absolument saugrenu qui est de prendre des cure-dents, d'accord, et avec un petit stylo dont on a enlevé la mine, eh bien, il essayait de souffler pour qu'avec le cure-dent, ça fasse tomber des petits objets. Sauf que sa petite sœur, pour essayer de souffler de manière très efficace, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a pris une grande inspiration, et là, je vous montre ici un abcès dû au cure-dent, avec un phlegmon, donc très très important, rétrocervical. Et puis, vous savez que le torticolis congénital existe, que ça s'appelle maintenant fibromatosis coli. On ne dit plus torticolis congénital, on ne dit plus hématome du sternocléidomastoïdien, on dit fibromatosis coli, qui nécessite une échographie de hanche. Pourquoi? Parce que les indications selon l'HAS de l'échographie de hanche sont les anomalies orthopédiques néonatales, les anomalies de l'examen clinique, les antécédents avérés dans la famille, les naissances par le siège. Je vous ai fait une photo des naissances par le siège pour comprendre la réalité de cette possibilité d'avoir une luxation de hanche. Donc, torticolis de l'enfant, je vous ai fait un petit arbre, très simple, pour être très systématique et pour que vous ne vous trompiez pas dans cette histoire. Il me reste 1 minute pour vous raconter la dernière histoire d'Audrey. Audrey, elle fait un premier malaise qui nécessite effectivement que l'enfant soit hospitalisé. Elle est vraiment pas bien, elle tousse pendant le biberon, elle est inquiétante. On fait un grand bilan, on retrouve rien. On retrouve rien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, après l'hospitalisation, écoutez, vous pouvez sortir, le check-up de ce malaise est négatif. Et la mère dit, pouvez-vous, avec certitude, m'affirmer que ces malaises ne se reproduiront jamais? On dit, c'est probable que non. Évidemment, si je vous raconte l'histoire, c'est que la semaine d'après, eh bien, un nouveau malaise se reproduit. Là, elle demande au SAMU de ne pas aller dans l'hôpital des incompétents dans lequel elle a été recueillie, à savoir le mien, mais pour aller dans un vrai hôpital. Nous avons une scène qui délimite les 2 grands hôpitaux pédiatriques. Je mets de côté Trousseau parce que Patrick n'est pas là. Et donc, en plus, c'est un hôpital où ils annoncent qu'il n'y a que des enfants malades. Donc, manifestement, ils savent s'en occuper. Je préfère être dans l'hôpital des enfants guéris, mais bon, c'est comme ça. Et donc la mère, elle arrive, et là, elle est accueillie par quelqu'un qui se présente comme étant le chef de clinique. Et elle a entendu le chef de la clinique. Elle a dit, waouh, lui, c'est intéressant. Et le mec, il a dit, écoutez, on va faire le bilan, rassurez-vous, ça va être très, très bien. Et il fait un bilan, et là, il y va, IRM, la pertinence d'une IRM, bon. Il refait une fibro, bon, avec 2 fibros en 15 jours,
à force de ramoner l'ésophage, ben cet enfant, il a une petite ésophagite, peu importe. Et puis, au bout d'une semaine, l'enfant est amélioré. Et à ce moment-là, le chef de la grande clinique dit, écoutez, madame, nous sommes formels. Votre enfant n'a absolument rien. Il a eu un petit problème qui va se résoudre par lui-même. Vous inquiétez pas. Évidemment, si je vous raconte cette observation, c'est que l'enfant fait un troisième malaise. Et là, la mère dit, écoutez, je préfère retourner dans l'hôpital incompétent mais humble du premier plutôt que chez les prétentieux qui font pas mieux dans le deuxième. Et donc, je retrouve cette maman et voilà sa radio. Je me dis, ça va, quoi. Pardon ? Il est alimenté au lait artificiel, mais il mange bien. Il rejette. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Non, en fait, c'est parce que l'image n'est pas très très belle, mais il n'a pas de problème il n'a pas de problème de pneumopathie d'inhalation ou de pneumopathie type d'hémosidérose de Heiner. Non, cet enfant, il sifflait un petit peu, c'est vrai. Il sifflait un petit peu, et donc, comme il sifflait un petit peu, qu'il régurgitait un petit peu, c'est pour ça que je vous montrais cette radio, c'est que, regardez la trachée, d'accord ? Elle est latéraux-déviée à gauche et en avant. Ça, c'est pas habituel. Normalement, la trachée est toujours latéraux-déviée à droite. Quand elle est centrale, déjà, donc ça veut dire quelque chose qui pousse. Donc ici, vous voyez la petite compression extrinsèque du double arc aortique. Et on a dit, c'est pour ça qu'il faisait les malaises. Sauf que pour qu'il y ait des malaises et qu'on opère un double arc aortique, il faut qu'il y ait 70% de compression et d'obstruction de la lumière. En fait, là, c'était un double arc aortique gentil. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les chirurgiens ne voulaient pas l'opérer. Et en fait, on reprend et on refait le staff. Vous connaissez le staff. Donc le staff, c'est, vous voyez, autant de tables, sauf qu'elles sont en rond. Et puis là, il y a les infirmières, l'aide-soignante, les internes, les externes, la psychologue, etc. Et là, on reprend et l'interne parle, etc. Et puis, à un moment, on arrive en déroulant tous les examens qu'il a fait, parce que l'enfant, il a fait quand même trois hospitalisations, 2 hôpitaux, etc. Et on retrouve l'électroencéphalogramme du départ qui montrait pas d'éléments en faveur d'une convulsion, mais par contre, qui montrait des rythmes rapides. Rythme rapide à l'EEG chez un enfant qui présente des troubles neurologiques, c'est une intoxication jusqu'à preuve du contraire. Et on s'est dit, est-ce qu'il prend quelque chose ? Et donc, on va faire des prélèvements pour le deuxième staff, et lors du deuxième staff, on a les résultats, et on trouve que cet enfant a énormément, et dans le sang et dans les urines, un dérivé de benzodiazépine, qui, évidemment, à 6 semaines de vie, ne peut pas faire l'objet d'une autoprise médicamenteuse. Et on s'est dit, c'est pas possible. C'est la mère, etc. Et donc, on est dans un syndrome de Munchausen par procuration. Et là, il y a l'infirmière qui dit, extrêmement contenante, vous voyez, mais une mère qui donne ça à son enfant, il faudrait la pendre. Soyons, on essaye de... Et puis là, il y a le grand externe, on l'appelait le grand externe. 1, parce qu'il était grand, et 2, parce qu'il était externe. Et il était, à chaque fois, il était près du mur, et on a l'impression qu'il était celui qui soutenait, comme Atlas, qui portait le globe, lui, il soutenait les murs. Certains même, tellement il faisait rien, il était juste comme ça, il l'appelait la litiase du couloir, ce qui est pas sympa, hein. Genre le calcul qui bouge pas et qui gêne, tu vois. Et là, pour la première fois de son stage, il prend la parole et il dit moi j'ai fait le diagnostic.
Alors, tout le monde le regarde, parce qu'on a fait quand même 2 staffs, 3 machins, etc. Et alors, tout le monde, au début, il y a que la moitié des têtes qui se tournent, les autres même pas. Et il dit, et alors le patron, qui reste assis, pourquoi? Parce qu'il était déjà beaucoup plus petit que le grand externe debout, donc il se lève pas. Et il lui dit, plaît-il, cher collègue? Et lui, c'est la première fois qu'il a parlé pendant tout le stage. Bon, alors après, on l'a plus arrêté. Hein. Tout le monde lui demandait notre avis dès qu'on avait un problème diagnostique, de toute façon. Et alors, on lui dit, alors c'est quoi? Il dit, non, j'ai fait le diagnostic parce que moi, j'ai interrogé la mère. Alors, quand la mère a dit moi, quand le Dexter dit moi, ça veut dire que tout le monde, on joue au tennis l'après-midi, on fait la visite des souks de Marrakech, tu vois l'ambiance. Alors, tout le monde dit ah bon, parce que toi, nous, non. Et il dit oui, mais moi, j'ai interrogé la mère. Et en fait, il avait fait vraiment le diagnostic, c'est-à-dire que la mère qui avait des troubles du sommeil, elle prenait cet enfant, elle le prenait, comment dirais-je, elle prenait des benzodiazépines pour dormir, et comme elle était en allaitement mixte, eh bien, à chaque fois qu'elle lui donnait une petite giclée de sein, pit, à ce moment-là, elle lui donnait une petite giclée. Quand l'enfant était hospitalisé, ben, elle l'allaitait moins, donc l'enfant revenait un petit peu à lui. Puis dès qu'il revenait à la maison, elle continuait l'allaitement et à nouveau, flonk, il était un petit peu. Donc l'allaitement maternel, hein, c'est aussi un bon véhicule entre guillemets, de petits éléments. On doit toujours dire à la mère quand elle allaite, est-ce qu'elle prend des médicaments? Il faut toujours écouter les parents. Et c'est pour ça que je voulais finir avec quelques mots de parents qui m'ont amusé. Et donc, je leur laisse la parole. C'est des parents du 19e arrondissement. Alors bon, ils voudraient être chic, donc ils modifient un peu le nom des... Alors, ils ont des problèmes fiscaux. Bon, je la connaissais pas, celle-là. Alors, c'est sûr que quand on les emmène chez un psy, qui vont pas chez le bon psy, et juste le pseudo, alors c'est sûr que... Et puis cette mère, à la place d'une suture, elle lui a fait faire une soudure. Alors je dis ah. Et à la place des Stéristrips, on lui a mis des Meryl Streep. Alors j'ai dit ah. Alors... Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir lors de cette observation.